À la une, lutte contre le racket et les tracasseries routières. L'opération du contrôle routier réactivée. À l'occasion de la Journée internationale de la justice, la coalition ivoirienne pour la CPI propose une loi sur l'application du statut de la CPI en Côte d'Ivoire. Et puis au Congo, la population de Rutshuru exaspérée par la présence des groupes armés. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, l'activité sur nos routes, les contrôles des barrages routiers réactivés, une œuvre de l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket. Main dans la main, l'OFT et l'ULCR ont mené récemment une mission conjointe sur l'axe Abidjan-Mans en vue de faire respecter les nouvelles dispositions prises dans le cadre du contrôle routier. L'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket, ensemble pour proscrire le racket sur les routes ivoiriennes. Une mission conjointe initiée donc pour faire respecter les nouvelles dispositions dans le cadre du contrôle routier. Au nombre des actions de la mission, la sensibilisation des forces de l'ordre aux barrages autorisés et la sensibilisation des transporteurs et chauffeurs sur le comportement à adopter lors des contrôles. Dans l'élan, des barrages non autorisés ont été démantelés, notamment à Sanfra, Saïwa et Gokodi, ainsi que sur les pistes villageoises à Diokwe et Bangolo. Au terme de la mission, qui a duré une semaine, des motifs de satisfaction pour l'OFT et l'ULCR, l'adhésion des autorités locales à faire respecter les consignes et celle des acteurs du transport à la lutte contre le racket et les tracasseries routières. La mission fait suite à différents rapports de l'International Rescue Committee et Human Rights Watch qui font état de tracasseries et rackets systématiques auxquelles s'adonneraient les forces de l'ordre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hier, mercredi 17 juillet, c'était la journée de la justice internationale. Une occasion pour la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale de réfléchir sur l'élaboration d'un avant-projet qui va porter sur l'harmonisation du statut de la CPI avec la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. Michel Digré pour les détails. Le gouvernement ivoirien a franchi une étape importante en ratifiant le 15 février 2013 le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Toutefois, une autre étape décisive reste à franchir, le vote d'une loi de mise en œuvre effective du statut de Rome portant création de la CPI. Le statut est une norme supra et donc par conséquent, il faut pouvoir l'adapter à notre texte sur le plan local. Parce que lorsqu'on prend le statut et puis la Constitution ivoirienne et même le Code pénal ivoirien, il y a des dispositions qui sont contradictoires. Quand on prend par exemple les compétences de la CPI concernant les différents crimes, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres, lorsqu'on prend le Code pénal ivoirien, ces crimes ne sont pas définis exactement comme dans le statut. Donc, voilà quelques exemples qui nous poussent à dire qu'il faut qu'on adapte. Et l'adaptation a un avantage, parce que ça permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir la souveraineté judiciaire sur les affaires et les procès qui peuvent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et dans ce cas-là, la CPI n'interviendra qu'en dernier recours. Cette rencontre qui permettra de faire l'état des lieux de la législation pénale ivoirienne proposera au gouvernement un avant-projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome instituant la CPI. Pour y parvenir, 18 experts nationaux et internationaux ont été cooptés. La coalition ivoirienne pour la CPI œuvre pour que les victimes des violations graves des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, quelle que soit la période ou l'appartenance politique, soient prises en compte aussi bien par les autorités ivoiriennes que par la CPI. Coup d'envoi des premières journées ivoiriennes de la viande de porc et ses dérivés. C'était hier matin, 17 juillet. Ces journées ont pour objectif la promotion de la viande porcine d'origine de manière à en développer la consommation. Thomas Guessambi y était pour RTI2. Les porcs, perles des lagunes, le temps que dureront les premières journées ivoiriennes de la viande de porc et ses dérivés. À l'auditorium de la Kestab Abidjan Plateau, ce mercredi 17 juillet, du beau monde en qualité comme en quantité, à la fois pour découvrir et communier autour d'une filière qui se donne des ambitions. Nous sommes en train de montrer aux habitants de ce pays que c'est une viande de qualité. C'est une viande qui est riche en potassium, en zinc. Elle a des qualités nutritives vraiment nécessaires pour la croissance d'un enfant.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a eu le temps de souligner la nécessité de reconsidérer l'élevage du porc et les produits qui en sont dérivés. Avec la crise que nous avons connue, avec également la peste porcine africaine qui a dévasté une partie du cheptel, nous avons besoin aujourd'hui de relancer cette filière. À travers ces journées, l'occasion est plus que jamais belle de relancer toutes ces structures qui sont pourvoyeuses d'emplois et surtout pour les femmes. La viande de porc est aujourd'hui la viande la mieux consommée au monde, avec 30 kg par consommateur et par an. Mais en Côte d'Ivoire, on en est encore à une consommation de 250 grammes par consommateur et par an. À partir de ces journées, l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire et l'association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire souhaitent augmenter cette tendance. En bref, aujourd'hui, 18 juillet, c'est le Mandela Day, la journée Nelson Mandela, un moment qui symbolise la lutte contre l'injustice. Aujourd'hui, il est demandé à chaque habitant de la planète de consacrer 67 minutes de son temps à la justice et aux vertus en l'honneur des 67 années de lutte contre l'injustice de Madiba. En République démocratique du Congo, à Rutshuru, les habitants subissent les pillages, meurtres et vols de la rébellion du M23. La population n'a plus d'autre solution que de se confier à Dieu. Territoire de Rutshuru, à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, à longueur de journée, on pousse des tchoukoudous surchargés. Ou bien, on marche sur des routes défoncées, longtemps, des kilos sur la tête. Canne à sucre ou récolte en tout genre selon les saisons. Ici à l'Est, on subit depuis des années la loi du plus fort. Cette fois, c'est la rébellion du M23 en conflit avec le gouvernement qui contrôle le territoire. Derrière la démarche débonnaire de ces policiers rebelles se cache une toute autre réalité dans les quartiers de Rutshuru. Surtout les hommes qui s'appellent M23. Hein? Nous tracasser ici tous les jours. Hein? À partir de 7h, 6h30, 8h, la population est fatiguée. Ce n'est pas comme ça qu'on va continuer de vivre. Hein? On nous prenne comme les bêtes. Pillage des maisons ou des récoltes, meurtres, viols, menaces, l'insécurité est permanente. Et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique qui préparent les examens de fin d'année ont l'esprit ailleurs. Quand je faisais le voyage vers Goma, j'ai été surpris par des bandits armés. Ils nous ont pillé tout ce que nous avions été pris par ces bandits. On a peur même de venir à l'école puisqu'on pense à la mort souvent. Génocidaires rwandais, pseudo-milices d'autodéfense, soldats gouvernementaux ou rebelles du M23, tous tourmentent la population. Alors le dimanche, c'est en masse qu'on vient prier. La paroisse Saint-Aloïs n'est pas assez grande pour accueillir tous les fidèles. Des dizaines communieront de l'extérieur. Nous allons donner notre souffrance à qui? C'est Dieu, pas d'autre. C'est comme ça. Abandonnée par Kinshasa, otage des rebelles, pressurée, violentée, cette population est ballottée depuis 20 ans, au gré des crises militaires. Et le canon, qui tonne depuis 4 jours à Goma, n'a rien de rassurant. Une semaine après les élans généreux du pape François qui ont fustigé à Lampedusa la mondialisation de l'indifférence envers les migrants clandestins, 3 navires de migrants ont été interceptés au large de l'Italie avec plus de 300 hommes et femmes d'origine égyptienne et érythréenne. 3 navires de migrants ont été interpellés au large des côtes de Sicile en Italie. Au total, ce sont plus de 350 hommes et femmes d'origine égyptienne et érythréenne qui ont été récupérés par les autorités italiennes et emmenés vers l'île de Lampedusa. Selon l'ONU, plus de 8000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, en majorité à partir de l'Afrique du Nord. En Inde, 22 écoliers âgés de 4 à 10 ans meurent empoisonnés à la cantine. Le drame s'est produit dans un établissement scolaire public du village indien de Masrak. 30 autres enfants sont toujours hospitalisés. Un coup dur pour les parents.
Plusieurs parents en colère ont manifesté contre les pouvoirs publics en Inde, demandant des mesures contre les fonctionnaires après la mort de 20 écoliers par intoxication alimentaire. Des repas gratuits préparés dans des conditions sanitaires déplorables sont offerts aux élèves issus de familles démunies dans la plupart des écoles publiques des Methnafeta indiens. La cause des décès serait un empoisonnement au phosphate. Une huile de moutarde pourrait également être en cause. Les enquêteurs examinent des échantillons des repas. Les autorités israéliennes furieuses après la décision de l'Union européenne d'exclure les territoires occupés de ses partenariats avec l'État israélien. Une décision qui tombe malgré le refus de Benjamin Netanyahou. Au moment où le secrétaire d'État américain arrivait en Jordanie pour son 6e déplacement au Proche-Orient en vue de relancer les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens, un nouveau facteur de tension a surgi dans la région. Souhaitant donner un coup d'arrêt au développement des colonies de peuplement en territoire palestinien, principal obstacle à la paix, l'Union européenne a annoncé une nouvelle réglementation de sa coopération avec l'État hébreu. À partir de 2014, tous les accords passés devront indiquer clairement et sans ambiguïté qu'ils ne s'appliquent pas aux territoires occupés par Israël en 1967. Les colonies israéliennes sont illégales selon la loi internationale et selon la position que j'ai déjà mentionnée de la non-reconnaissance par l'Union européenne d'une souveraineté d'Israël sur les territoires occupés. Des dispositions applicables à tout prêt et instruments financiers financés par l'Union européenne, aussitôt salués par l'autorité palestinienne. C'est ce que nous attendions de l'Europe, en tout cas de ceux qui ont voté pour la Palestine le 29 novembre l'an dernier. Nous sommes maintenant un État et c'était la chose normale et juste à faire. Ces décisions qui doivent être publiées officiellement cette semaine ont provoqué la colère du Premier ministre, refusant de reconnaître ainsi par écrit que les colonies de Cisjordanie ne font pas partie d'Israël. Il a rejeté tout dictat extérieur sur ses frontières. J'aurais pensé que ceux qui s'inquiètent pour la paix et la stabilité dans la région n'évoqueraient une telle question qu'après avoir réglé des problèmes légèrement plus urgents, comme la guerre civile en Syrie et la course de l'Iran pour se doter d'armes nucléaires. Des déclarations qui risquent de ruiner les efforts de John Kerry, déterminé à annoncer une reprise des négociations avant son départ ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci.